Bonjour, ici Isabelle Etier et bienvenue à ce rendez-vous Femmes d'hockey présenté par M2 Assurance. Cette semaine fut marquée par le retour sur la glace de nos joueurs et joueuses de hockey, petits et grands et même les professionnels. Je pense ici à Carey Price qui a fait son retour sur la glace à Brossard lundi dernier. C'est pourquoi j'ai décidé de m'entretenir avec un ancien joueur de la Ligue nationale, celui qui a tenu son camp des défenseurs cette semaine, l'analyste de hockey et collaborateur à RDS, Bruno Gervais. Bruno Gervais, bienvenue à Femmes d'hockey. Cette semaine, c'est ton camp des défenseurs. Comment ça s'est passé? C'était génial, encore une fois. C'était la 9e édition du camp élite. Et pour moi, c'est mon petit bébé. C'est un ami de longue date à moi qui est mon partenaire. Et c'est notre côté, c'est notre bonbon de l'été parce que c'est vraiment trippant de pouvoir retourner sur la patinoire. Moi, ce qui me tient à cœur dans ce camp-là, c'est le ratio de joueurs-entraîneurs. C'est presque du semi-privé parce que moi c'est ça que je veux. Je veux un côté proximité avec les jeunes, d'être capable de vraiment prendre le temps avec chacun, t'apprends à connaître le nom, t'apprends à connaître le joueur, la joueuse. Et c'est ça qui me fait triper, c'est que tout le monde est différent. Tu as beau montrer des techniques de patin ou des techniques de lancer, il n'y a pas un joueur de la Ligue nationale qui patine pareil, il n'y a pas un joueur de la Ligue nationale qui lance pareil. La meilleure façon est de vraiment décortiquer le mouvement du joueur, de voir lui ses forces, ses faiblesses. Et quand on a 35 sur une glace, c'est impossible à faire. Donc, on a un ratio, tu vois, on avait 4 entraîneurs la majorité du temps pour 10 jeunes. Il y avait même un groupe de 9. Donc, wow. C'est du ratio très intéressant. On peut prendre le temps avec eux. On les challenge beaucoup. Il y a beaucoup d'informations qui est donnée. Et tu te dis que s'il y a 2-3 choses qui peuvent coller pendant la semaine, qu'ils peuvent garder pendant leur saison, bien, c'est mission accomplie. Mais c'est vraiment une belle expérience que j'ai adorée. Est-ce que tu avais peur que ça n'ait pas lieu avec la situation actuelle? Est-ce que tu avais eu un plan B, un camp virtuel? Là, j'ai vu, là, il y a d'ailleurs plein d'autres camps qui ont essayé de se mettre en mode virtuel. Là. Non, on n'était pas dans cette direction-là. Nous, ça avait été tout simplement cancellé. Okay. Donc, tout le monde, il y avait plusieurs inscriptions, on était déjà presque complet. On a cancellé et on a remboursé tout le monde. Donc, on a vu la possibilité. L'Arena nous a contacté rapidement, voir si on voulait garder les heures de glace. Eric m'a parlé. J'ai parlé avec les entraîneurs avec qui habituellement sont avec nous. Mathieu Gravel de l'UQTR et Maxime Boisclair qui est avec au niveau collégial à Rouyn-Noranda. 2 amis à moi, que ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Donc, est-ce qu'il y a une disponibilité? Ils ont dit oui. On a relancé ça. C'est une version un peu différente parce qu'habituellement, on a on a une conférence par jour. Il y a de l'entraînement, il y a de l'encadrement, tout ça, et c'est beaucoup de notions qui est donnée hors glace, en conférence, surtout pour le côté psychologique, et sur la glace. Et donc, pour éliminer ces moments-là de rassembler le monde, là, c'est strictement sur la patinoire. Okay. Il y a un échauffement qui se fait à l'extérieur avec les distances. Et ensuite de ça, c'est la patinoire. C'est tout ce qu'il y a cette année. C'est une version un peu différente, mais ça s'est fait de dernière minute, puis ça s'est rempli immédiatement. Donc, on est à la pleine capacité qu'on voulait. Puis c'est génial. Mais c'est un camp quand même qui est un peu plus élite, là, pour, mettons, monsieur, madame, tout le monde qui a un enfant qui évolue au niveau novice, à tombe. C'est plus un camp qui commence, puis oui, qui est vraiment plus ciblé, là. Bien, c'est à partir de l'âge de 9 ans. Okay. Et c'est élite dans l'attitude. C'est pas dans les capacités, c'est pas selon la catégorie où tu as joué l'année d'avant, parce que c'est du travail individuel. Et avec le nombre de joueurs qu'on a sur la patinoire qu'on avait cette semaine, c'est tellement petit que c'est facile pour nous d'y aller de sous-groupe ou de placer des joueurs des fois dans certains éléments qu'on va amener où tu as besoin d'avoir un opposant. Mais habituellement, c'est vraiment sur toi-même. Moi, je challenge tout le monde à pousser leurs propres limites. Et le camp élite était pour éliminer le fait camp de jour. Parce que le monde qui vient là, c'est pas juste pour tuer du temps. C'est ceux qui sont passionnés, c'est ceux qui en mangent, c'est ceux qui veulent apprendre, qui sont suspendus à tes lèvres, là, qui veulent en connaître plus. Si tu es là parce que papa t'a dit d'être là et ça ne te tente pas d'hier, ben, tu fais perdre le temps à tout le monde. À la proximité qu'on a, le fait qu'il y avait juste 10 joueurs cette semaine, mais c'était tous les joueurs qui en voulaient plus, puis tu les écoutes, tes challenges, puis ils vont l'essayer tout de suite. Puis c'est cette foule-là, dans le fond, ces jeunes-là que je cible, ceux qui sont mordus de ça, qui ont une passion avant tout. Et de là, on peut les amener à vraiment se repousser leurs limites.
Fait que c'est vraiment pas, puis là, c'est pas un camp de vacances, comme tu dis, c'est pas un camp d'été complètement, là, que tu passes ton été. J'imagine que derrière ça, il y a aussi une intention de dire, OK, vous prenez une semaine de perfectionnement, mais il faut aussi faire autre chose durant l'été. C'est une des premières choses qu'on dit souvent dans les conférences. À chaque année, on le mentionnait, on ramène plusieurs exemples. J'ai été chanceux, j'ai fait plusieurs sports quand j'étais jeune et c'est ce qu'on dit. Le but de ça était, il y a beaucoup de notions parce que c'est pas en une semaine que tu vas changer complètement un joueur. Il y a beaucoup de notions et on essaie de leur donner des devoirs, on essaie de leur donner des notions qu'ils vont pouvoir appliquer pendant l'année. Mais une des notions qu'on mentionne, puis c'est un clou sur lequel on tape souvent, c'est va faire d'autres sports. Élargis tes horizons sur ta façon de bouger, de juste devenir un bon athlète. Et ça, c'est une mentalité qu'on voit beaucoup en Suède. Avant de devenir des bons joueurs de hockey, ces jeunes-là deviennent des bons athlètes. Et après, ils se spécialisent au hockey. Mais avant tout, c'est de devenir un bon athlète. Et des fois, ici, on se laisse tenter par ça embarque quand ça va vite, puis souvent, tu réalises que ton enfant a 8 ans, 9 ans, 10 ans, puis il fait du hockey 11, 12 mois par année. Ça peut être beaucoup. Bien, tu sais, on a eu Laurie-Jeanne Lafrenière, la sœur à Alexis, qui nous disait justement qu'Alexis, lui, l'été, avant, jusqu'à Bam-Tam, je crois, il jouait aussi au baseball, tu sais. Puis d'ailleurs, lui, sa progression, bon, il a explosé au niveau Bam-Tam, là. Il n'était pas bon avant, on s'entend, là. Il était un bon joueur, mais il était quand même, tu sais, le Alexis Lafrenière, là, le spectaculaire qu'on reconnaît aujourd'hui, c'est là que ça s'est passé. Bruno, tu as quand même une carrière qui est assez remplie. Tu as été 13 ans dans le hockey professionnel, dont 8 dans la Ligue nationale. Tu as été repêché par les Highlanders de New York. Tu as évolué au niveau midget 3 avec les Gaulois Saint-Hyacinthe. Tu as été capitaine pour les Titans d'Acadie Batters. Tu as aussi participé à Battle of the Blades à CBC. Hein? C'est-tu une carrière que tu aurais pu faire aussi comme patineur artistique? Ah, je ne sais pas, mais c'est très, très intense. Je pensais qu'un entraînement de joueur de Ligue nationale ou un horaire d'un joueur de Ligue nationale était intense, mais quand tu baignes dans le monde du patin artistique ou un monde comme ça, un sport olympique, c'est fou les heures qu'ils peuvent mettre. Quand tu vois un sport que tu as besoin d'aller chercher la perfection, tout est jugé, tout se doit d'être parfait. Un match de hockey, il y a plein de fois, peut-être tu ne te sens pas bien, la rondelle ne roule pas pour toi. Il y a toutes sortes de façons que tu peux avoir un impact. Pas dans ce monde-là, il faut que ça soit parfait. Puis j'ai découvert un monde formidable. J'ai vraiment adoré l'expérience. Ma première réponse à ça avait été un non complet. J'avais aucun intérêt. Mais j'étais dans l'auto avec Max Talbot, sa femme Cynthia Faneuf, l'ancienne olympienne au niveau patin artistique, et ma femme qui était là. Et c'est eux qui m'ont convaincu de juste écouter à quoi ça pourrait ressembler. Ils m'ont convaincu à embarquer dans cette aventure-là. Ça a été très, très, très intense, mais incroyable à vivre. Oui, hein, j'imagine que tu te retrouves là. J'ai vu justement une de tes publications, les pics, c'est une différence. Moi, c'était le contraire. J'ai fait du patinage artistique plus jeune. Okay. Puis ben, j'ai des patins de gars puis des patins de filles. Puis tu sais, c'est le contraire. Des fois, c'est comme, sont où mes pics? Sont où mes pics? Hey, c'est différent les deux, mais c'est la meilleure façon d'apprendre à patiner. En faisant du patin artistique, ce que tu as fait, c'est que tu deviens tellement en contrôle de tes edges, tes corps internes et externes de ton patin. Et j'ai joué dans la Ligue nationale, tu l'as mentionné, pendant quelques années, et j'étais un défenseur. Avec, je pensais bien patiner du reculon. Puis quand je suis arrivé là, je me suis fait montrer que non, j'étais loin de savoir comment patiner efficacement. Et c'est ça qui me faisait capoter. Ils sont tellement efficaces dans tout ce qu'ils font, dans leur façon de se déplacer. Et ils vont rire beaucoup des joueurs de hockey parce que, on s'entraîne très fort. Elle dit, vous êtes tous des brutes, mais vous vous nuisez tellement qu'il faut travailler 3 fois plus fort au lieu d'être efficace pour arriver à la même place. Puis moi, j'ai eu de la chance parce que j'étais avec une légende. Je l'appelais The GOAT, Greatest of All Time, Ekaterina Gordeva, qui, une fois de temps en temps, elle me remettait à ma place. Des fois, on faisait des croisements de reculons, puis là, elle passait à côté de moi comme si j'étais arrêté. Puis je disais non, j'essayais pas, là, je te laissais une chance. Ah non, j'ai appris beaucoup là-dessus, mais c'est la meilleure façon. Mais quand je suis revenu à mes patins de hockey après, j'avais une pratique pour le MAG, pour mon gars, puis
tous les papas pensaient que je niaisais parce que je longeais la bande, puis je me tenais le long de la bande. Puis là, ils riaient, ha, 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 mais c'était pas drôle. J'essayais vraiment de retrouver mon ballon. Fait que je sais pas si tu te promènes d'un à l'autre, là, mais ça doit pas être évident. Écoute, tu me disais, tu étais avec ta femme, tu as 3 enfants, tu as 2 filles et un garçon. Est-ce qu'ils jouent au hockey? Bien, je pense que tu me disais Mag, là. Est-ce que tes filles aussi jouent au hockey? Bien, il commence à patiner. Dans le fond, mon garçon a 6 ans. Lui, il joue au hockey, il patine. Mais j'ai une fille de 4 ans qui commence, à travers le patin artistique, à apprendre à patiner. Et ma dernière, là, qui le demande beaucoup. Cet hiver, j'avais une patinoire dans une vieille grange dans le fond du terrain. Donc, elle a embarqué avec nous à quelques occasions. Elle commence, mais elle va avoir 3 ans bientôt. Là, on fait ça pour le plaisir. C'est plus de s'asseoir sur une chaise et de se laisser pousser et promener à travers tout le monde. Mais je ne sais pas. J'ai bien hâte de voir. Moi, ce que je vise et encore pour les prochaines années, c'est qu'il touche à tout, de toutes sortes, que ce soit du côté un peu plus art, le théâtre, la danse, la musique, le karaté, le sport individuel, karaté, tennis ou le golf ou le hockey, le soccer, le basket. Nomme-les, là, je vais leur présenter un peu tout. On s'amuse en arrière, puis s'il y a quelque chose qu'ils aiment, bien, on l'essaye. Et Mélanie, toi, est-ce qu'elle était une femme d'hockey avant de te connaître ou c'est arrivé dans sa vie avec toi? Bien, un peu. Elle vient de Thetford, donc partisan à l'époque des Nordiques et avec sa sœur, elle suivait le hockey comme avec son père à l'époque, étant tout jeune. Oui, un petit peu, mais pas tant que ça. Après ça, elle a déménagé à Montréal, puis c'était pas quelque chose qui était présent trop dans sa vie. Et jusqu'à temps qu'on se rencontre, on s'est rencontrés à New York ensemble. Et depuis, mettons qu'elle y a goûté au monde du hockey beaucoup, très intensément. Et c'est pas tout. Des fois, là, on s'imagine là, que c'est beau, c'est des fleurs, c'est le fun, c'est facile. Non, c'est très, très, très challengeant pour les femmes de joueurs qui se doivent embarquer dans ce monde-là. Mais tu sais, il y a du expat, tu sais, on disait, bon, tu as fait 13 ans dans le hockey professionnel, mais tu es allé en Europe, ce qui a tu as dû déménager avec la famille, des jeunes enfants. Il y a comme toute une réorganisation à faire au niveau familial. Là. Il y a ta mère, j'imagine que dans ton développement hockey aussi, qui a été très présente. On parlait tantôt des Gaulois. Toi, tu as été en pension au niveau Midget 3. Comment ça s'est passé, toi, cette période-là? Bien, moi, j'ai été en pension au niveau à partir du junior. J'ai été chanceux parce qu'au Midget 3, je pouvais être à la maison. Mais au niveau junior, là, je suis tombé en pension. Ça a été, c'est gros parce que tu pars j'avais 16 ans à l'époque. J'avais une sœur plus jeune, un frère plus jeune. T'es le grand frère, hein? Il suivait beaucoup, tout ça. T'as ton grand frère qui a son rôle à jouer dans une famille, puis d'un coup, il disparaît. Donc, c'est sûr que ça a été un choc pour tout le monde, pour la famille. Ça faisait partie du processus. Pour les parents, c'est pas évident non plus. Le premier, le plus vieux qui part de son côté, puis je n'étais pas à porte à Caddy Batters. Nous, on l'a vécu parce que Félix a été à Batters, justement, puis tu sais, c'est magnifique, là. Les gens sont incroyables, puis c'est beau, mais c'est quand même 8 heures de route, là. Passer à travers le parc, puis non, c'est pas évident d'être capable aussi de timer ça avec le travail, venir voir. Puis moi, j'étais dans un dilemme à ce moment-là. J'avais dit à toutes les équipes au niveau junior de ne pas me repêcher parce que je voulais m'en aller du côté universitaire américain. OK. Fait qu'on était dans un gros dilemme avec la famille, là, des choix de vie à 16 ans, des choix assez intenses que je ne pouvais pas aller d'un côté, puis après ça, de changer d'idée. Donc, c'était des gros choix. Ça a été des moments très, très, très intenses. Mais ça faisait partie de ça, ça faisait partie de l'aventure. Mais pour moi, c'est plus facile parce que moi, je fonçais dans le défi et j'y allais. J'imagine que pour les parents qui laissent aller le jeune homme de 16 ans, le plus vieux de la famille, ça doit être quelque chose de particulier. Et pour une mère, tu le mentionnais, là, une mère qui est là, qui s'occupe de ses enfants, d'en voir un partir voler de ses propres ailes, il y a tout le temps un pincement au cœur. En même temps, on éduque nos enfants pour ça, à un moment donné. On leur donne ce qu'on peut, puis à un moment donné, c'est pour qu'ils soient capables de voler de leurs propres ailes. Mais 16 ans, ça reste encore jeune. Puis, puis quand ils ont dit qu'il y a des structures, c'est encore plus jeune. Des fois, c'est au niveau Pee-Wee, Bam Tam, Midget. Tantôt, je croyais que Midget savait, mais finalement, c'est vrai, tu étais à Longueuil, fait que c'était pas si loin que ça. Dis-moi, Bruno, qu'est-ce que ta mère te disait après un match? Ça, c'était une chose. Moi, quand je revenais dans l'auto, mon père me posait 2 questions.
As-tu eu du plaisir? As-tu donné tout ce que tu avais? Puis il n'écoutait même pas la réponse. Il levait le son de la radio par symbole que c'est pas pour lui la réponse, c'était pour moi. Oui. Mais ma mère, elle se retournait et elle dit assis-toi sur tes mains. Ça sent fort, là. Fait que là, il fallait que je m'assoie sur mes mains. Écoute, c'est vraiment bon. Assis-toi sur tes mains. Non, mais. Ah oui, parce que ça tentait. Je m'assois. J'assieds, je lavais les mains, là, mes gants, se mettaient. On cherchait les trucs, là. Dis-moi, Bruno, quelle est la femme de hockey qui t'inspire? La femme de hockey qui m'inspire. Ça peut être une joueuse, ça peut être quelqu'un dans ton entourage, ça peut être quelqu'un qui évolue dans le milieu hockey. Bien, il y en a beaucoup. Une que j'ai appris à connaître, Natalie Spooner. Oui. Qui est très, très, très impliquée, qui est une joueuse de l'équipe canadienne, une excellente joueuse. J'ai eu la chance de la rencontrer justement à Battle of the Blades. Et c'est impressionnant parce qu'eux autres, ils sont en train de vivre, c'est une bataille qui se passe pour essayer de créer un meilleur monde pour les femmes, une meilleure ligue, pour que les femmes puissent continuer à jouer au hockey longtemps. Souvent, ce que je trouve dommage pour les filles et les femmes dans le sport, c'est que ça l'arrête rapidement. Les options ne sont plus là très tôt. Donc, ils doivent se retourner sur d'autres choses. Puis, garder un ballon ou garder un sport dans la vie, c'est tellement le fun. Et quand ça devient une passion de te voir que tu n'as pas d'option, tu ne veux pas aller nulle part, c'est dommage. Puis, ces filles-là, présentement, une fille comme Natalie Spooner, qui arrive, veut pas, vers la fin de sa carrière et qui décide de sacrifier une année complète, peut-être plus, pour le bien des jeunes qui s'en viennent. Ont décidé de ne pas jouer cette année, ont créé leur propre tour, se sont promenés pour ramasser des fonds, pour créer des matchs, puis pouvoir donner une chance aux filles de se retrouver. Et j'ai assisté à quelques matchs. J'ai vu Marie-Philippe Poulin jouer là. On en a vu plusieurs qui étaient là, plusieurs Québécoises qui étaient descendues à Toronto pour ça. Mais de voir tout ce qu'ils font et de leur implication, et elle continue à vouloir s'impliquer, inspirer. Elle a fait beaucoup de vidéos pendant le confinement au niveau de l'entraînement. Oui. Ils veulent s'impliquer puis donner espoir aux jeunes filles, pas juste dans le hockey qui font du sport, mais aux jeunes filles. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce qu'elle se démène là-dedans. Elle est par elle-même. Il n'y a pas une organisation autour d'elle. C'est elle qui fait ça. Elle a accepté de sacrifier. Les filles ont décidé d'être solidaires. Il y a une grande partie qui a été solidaire là-dedans, de sacrifier une saison. Puis ça peut être énorme pour eux dans leur vie de joueuses de hockey, pour le bien des jeunes. Ça, je trouve ça génial, très, très inspirant. Puis je lève mon chapeau. T'sais, on pensait, bon, justement, il y a Danielle Sauvageau aussi qui est impliquée, il y a Mélodie Daou, Marie-Philippe Poulin, Caroline Ouellette, c'est toutes des joueuses qui sont très présentes, et Kim Saint-Pierre que nous allons recevoir la semaine prochaine, justement, à l'émission. Fait que c'est inspirant de voir ces femmes-là. Puis c'est au-delà des joueuses de hockey, c'est ce qu'elles font pour les femmes en général et la situation des femmes, tu sais. Exactement, tu as entièrement raison. Et c'est un sujet qu'on ne voit pas beaucoup. Et par l'entremise de Natalie Spooner et de Sheldon Kennedy qui était là aussi, avec Sheldon, je me suis joint au groupe Respect, qui est un groupe là, qui amène toutes sortes de formations, dont une qui est Gardons les filles dans le sport. Puis j'ai trouvé ça inspirant parce que quand je me suis baigné là-dedans, c'est une des formations qu'ils font et j'ai trouvé ça choquant de voir les statistiques. Et à quel âge les filles, en général, la grande majorité des filles vont abandonner le sport? C'est jeune, c'est très jeune. Et je trouve que quand tu rentres au secondaire, ça l'amène un beau ballon de vie. Tu peux développer plein d'outils pour la vie à travers ces sports-là. Puis les filles vont arrêter parce qu'ils manquent d'options. Oui. On les tasse, non, c'est pas pour toi, c'est pas ça, c'est le cliché. Fait que je trouve ça le fun d'essayer de démolir aussi ces espèces de barrières-là. Ces tabous-là. Là. Exact, pour permettre, puis à travers c'est ce que Natalie Spooner fait beaucoup. Tu sais, j'écoutais le podcast de Kevin Raphaël avec Angela Price qui expliquait, puis tu sais, c'est un autre exemple, je trouve ça super, moi, que les femmes de joueurs ont décidé de jouer au hockey, puis qu'ils apprennent, mais tu sais, il n'y a pas d'âge pour commencer, dans le fond, ou de continuer, tu sais, puis c'est pas grave si c'est pas de l'élite, puis c'est pas de la compétition. L'important, c'est de s'amuser aussi dans ça, puis de continuer, puis d'être actif, comme tu dis, peu importe le sport, tu sais. Moi, je joue au hockey à bottine, je ne jouerai pas à patinoire, là. Je connais mes limites, mais c'est important de le faire. Ben oui, tu as entièrement raison. Puis
des fois, c'est juste plate d'entendre que les raisons, il y a toutes sortes de raisons. Des fois, ça se peut que l'intérêt ne soit plus là, la passion ne soit plus là, mais que la raison soit parce que j'ai nulle part où aller ou j'ai pas d'option, ça, c'est plate. Écoute, Bruno, tu es, souvent on dit Bruno et Max, parce que vous êtes deux grands amis. Vous avez la Fondation Gervais Talbot qui est en place depuis 2007, justement, qui vient en aide, qui vient aider les jeunes qui ont besoin de continuer à bouger. Tu as ton émission Max et Bruno. Vous êtes ensemble depuis, c'est une amitié qui dure depuis 25 ans. J'ai vu que pour la première épisode de votre prochaine saison, il faut que Max soit en costume d'Halloween pour sa première. Est-ce que tu as déjà des idées de comment ça va s'organiser, ça? Ou... Bien, c'est pas moi qui choisis, ça va être Marc-André Fleury qui Il va vraiment choisir le costume, là. Et il s'est prêté au jeu. Puis pour ceux qui connaissent, Marc-André, c'en est un qui adore ces affaires-là, qui adore ces affaires de jouer des tours, de situations cocasses comme ça. Et Marc-André a été le premier invité de l'émission, a fait partie de la dernière émission aussi. Et il s'est prêté au jeu. C'était des paris entre Max et moi tout au long de la saison. Et j'ai remporté celle-là, mais ça l'a fini abruptement avec tout ce qui s'est passé. Ouais. Et on a décidé de quand même garder de la conséquence pour la première. Max et Bruno qui va revenir l'année prochaine. Donc, pour la première, et c'est Marc-André Fleury qui a tout le temps au monde pour bien réfléchir à son idée. Il m'a déjà lancé quelques idées. Ça va être intéressant pour la première et Maxime va devoir porter ce costume-là. J'ai hâte de voir ça. On va surveiller ça. Là. Il va être un peu plus occupé là, dans les prochaines semaines, mais je suis convaincue qu'il y a déjà son idée. Puis si on parle d'un joueur qui s'amuse, qu'on voit qu'il y a du plaisir sur la glace, c'est un bel exemple, Marc-André Fleury, de continuer quand on parle de ce thème-là. Là, c'est important de garder le feu allumé dans les yeux, que ça ne devienne pas un travail, même si c'est du travail, on s'entend, mais il faut garder l'esprit enfant dans ça. Tu as entièrement raison. Et Marc-André, le meilleur exemple, on me demande souvent, hey, si tu avais un conseil à donner, un conseil aux jeunes, un conseil à donner à mon enfant, la seule chose que je dis, c'est qu'il faut que ça commence avec une passion. Oui. Si ce n'est pas une passion, il va tellement avoir d'embûches, il y a tellement de hauts et de bas que le négatif va l'emporter, puis ça va être trop difficile, puis tu abandonnes. Mais quand c'est une passion, que tu en veux juste tout le temps plus, tout le temps plus, tout le temps plus, bien, ça devient facile, puis c'est jamais un travail. Puis Marc-André, c'en est un, et c'est un gardien, il est sur la glace, les entraîneurs se battent avec pour le sortir de la glace, les gars lui disent de se calmer, parce qu'il joue chaque rondelle comme si c'était le lancer de Nicklas Lindstrom, Game 7, à Détroit en 2009 pour gagner la Coupe Stanley. Il est tout le temps comme ça. C'est une passion d'arrêter les rondelles, au détriment des fois de son corps. Là, c'est sûr qu'il en joue du hockey, donc c'est pas évident. Mais c'est un gars tellement passionné. Après ça, c'est facile. Après ça, c'est facile d'en donner à quelqu'un comme ça qui en mange. C'est le message. C'est pourquoi dire aux enfants, fais d'autres sports, touche à d'autres choses. Parce que si l'enfant est vraiment passionné, là, quand il va revenir, il va rebaigner dans le hockey, il va en vouloir 2 fois plus. Mais si c'est à l'année, sans arrêt, puis ça devient juste partie de la routine, puis ce n'est plus une passion, c'est dommage. Et j'ai vu beaucoup de joueurs se développer et être excellents sur la patinoire, mais quand il manque cet élément-là, puis ils ont plus ou moins le goût de poursuivre, il arrive des embûches, bien, ça va être facile pour eux de bifurquer. Donc, si c'est vraiment une passion, puis nourrir une passion, c'est pas juste en faisant du hockey, c'est en être capable d'apprécier, puis de jouer, puis d'aimer ça vraiment. C'est ce que Marc-André a fait. C'est le meilleur exemple de ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis la situation actuelle avec la pandémie, l'arrêt, il y a eu une fin de saison abrupte, pas de série. Moi, je pense que ça va avoir fait du bien. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont dire « Ah non, tu dis pas ça. » Bien, moi, je pense que oui. Il y a plusieurs jeunes qui ont été forcés de s'arrêter. Puis moi, je pense qu'on va avoir du beau hockey cet automne parce qu'on va avoir des jeunes qui vont être vraiment comme... qui vont en mordre, là, qui vont vouloir donner, puis qui vont revenir sur la glace, puis qui vont avoir le plaisir de jouer. Écoute,
Bruno, je te remercie de ta grande générosité, de ta présence. Je pense qu'on retient bien plaisir, passion. C'est pas parce que c'est un camp élite qu'il faut être élite, mais c'est dans l'attitude que ça se passe. On n'en a pas beaucoup parlé, mais je sais que les études aussi pour toi, c'est super important. Tu reviendras et on en reparlera. Bruno, merci de ta présence. Puis on va te suivre à RDS. On va regarder le premier épisode de Max et Bruno, puis ainsi que dans toutes les collaborations que tu fais là, à RDS. Merci beaucoup de m'avoir invité et j'adore l'initiative que tu as eue de partir ça et de faire le tour de femmes de hockey, de tout ce qui tourne autour de ça. C'est un grand, grand monde, celui du hockey, mais en même temps une petite famille. Très, très belle initiative. Bien, merci Bruno.